tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Amélie de Montchalin. Bonjour. Bonjour. Avec bien entendu au menu de cette émission le contexte politique, économique et social à 6 mois de la présidentielle. Est-il encore possible de réformer le pays? Et puis comment concilier modernisation de la France et réforme de l'État avec une fonction publique pléthorique? Le débat autour de la réduction du nombre de fonctionnaires est-il légitime? Au-delà, comment répondre aux attentes des Français? Comment faire rêver les Français dans le cadre d'une campagne électorale ou d'une pré-campagne présidentielle dominée par ce duel à l'extrême droite entre Éric Zemmour et Marine Le Pen? Et comment notamment répondre aux électeurs de Zemmour en quête de radicalité et d'une certaine falsification de l'histoire? Mais pour commencer, Amélie de Montchalin, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer avec d'autres collègues ministres? Et vous étiez hier, ces derniers jours avec Gabriel Attal dans Sud-Ouest. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans une défense du bilan du quinquennat? Parce que je pense qu'il est essentiel aujourd'hui, dans un débat politique de très bas niveau, où vous avez des aventuriers de la peur, comme Éric Zemmour, des PME de la peur, comme Marine Le Pen. Vous avez une opposition à droite qui raconte dans les journaux du dimanche que ce quinquennat serait raté, alors que ce qui est raté, c'est leur crise de leadership à eux. Bref, vous avez tout un environnement où le seul argument politicien qui, je crois, ne convainc pas les Français, c'est « ils n'ont rien fait ». Moi, j'ai choisi de présenter ce qu'était la France en 2017, ce qu'elle est aujourd'hui, mais pas de le faire en milliards, pas de le faire avec des grands mots, de le faire là où les Français vivent, et que ce bilan, nous en parlions de manière authentique avec les Français. Alors vous étiez dans le Sud-Ouest, notamment dans le Tarn. Qu'est-ce que vous ont dit les Français que vous avez rencontrés? Ils vous ont parlé de quoi? De sécurité, de pouvoir d'achat ou d'immigration? On n'a pas parlé ni d'Éric Zemmour, ni d'immigration. On a parlé effectivement des enjeux de la vie quotidienne. Moi, je pense que la politique, c'est d'en même temps, à la fois parler du rêve français, et en même temps, relier ce rêve à la vie quotidienne. Quand on était donc jeudi et vendredi dans le Tarn avec Gabriel Attal, on a parlé, au fond, d'enjeux des classes moyennes de notre pays d'aujourd'hui. On a parlé de la rénovation énergétique des maisons. Sujet. On a parlé, vous avez parlé ou ils vous ont parlé? Ils nous ont parlé et nous avons répondu avec ce qui avait été fait dans ce département, ce qui restait à faire, quels étaient éventuellement les freins. On a parlé de la conversion des véhicules. On a parlé évidemment des enjeux d'accès à la santé, avec les maisons de santé, la désertification médicale. On a parlé de l'accès aux soins, de ces lunettes maintenant qu'on peut rembourser à 100%, et ça marche un peu, puis ça marche beaucoup mieux, par exemple, sur l'audition de dentaire. On a parlé de sujets qui sont le fruit d'une action politique, qui sont des grands enjeux. L'égalité entre les territoires, la transition écologique, l'accès à l'emploi. On a évidemment parlé du plan de relance, de la relocalisation industrielle. Mais entrevoyez la vision, les ambitions et ce qui se passe sur le terrain, c'est pour moi ce qui fait que la politique a un sens. Certains nous disent, on ne gagne pas une élection sur un bilan. Moi, je suis convaincu... Tout le monde le dit, hein? Oui, mais je suis convaincu d'une chose. D'abord, si vous n'avez pas de bilan, vous ne pouvez pas être candidat. Et puis, si vous ne présentez pas votre bilan de manière authentique, vous alimentez l'abstention. Parce qu'à un moment donné, tenir des engagements, c'est aussi être capable à un moment donné d'en rendre compte. Et pas en milliards, pas que sur les plateaux de télé, sur le terrain. Mais regardez une chose, vous avez toute une petite musique aujourd'hui qui monte à droite notamment, mais aussi à gauche, d'un Xavier Bertrand qui nous expliquerait que, alors que lui, ministre pendant des années, serait l'homme du terroir, au point d'en devenir une caricature. Une Anne Hidalgo qui se met en scène sur un quai de TER parce qu'elle découvre comment, dans notre pays aujourd'hui, on réserve des billets de train. Nous, la proximité, c'est pas de la com'. C'est pas un sujet qu'on clame sur les plateaux de télé. C'est des preuves d'un suivi, d'une méthode, d'une proximité, surtout d'un échange. Moi, je crois que la démocratie, la proximité, c'est l'échange. Alors justement, c'est se mettre à portée d'engueulade. C'est ce qu'on a fait dans le Tarn. À portée d'engueulade, je dirais pas que c'est mon cas, mais des échanges, je vais essayer de vous poser des questions, notamment sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on vous a parlé du pouvoir d'achat? Est-ce que le chèque de 100 € inflation, ça suffit? Ou est-ce que, comme le dit Marine Le Pen, c'est une mesure à côté de la plaque avec des effets d'aubaine à craindre? Évidemment, on a parlé pouvoir d'achat. On a parlé pouvoir d'achat des retraités, pouvoir d'achat des jeunes. On a parlé baisse du chômage, accès à l'emploi. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce sujet? D'abord, il y a un engagement depuis 4 ans résolu pour que d'abord le travail paye, la prime d'activité, la baisse des charges, la baisse des impôts. Le président de la République, il voulait faire quoi? Il voulait que sur la feuille de paye, la fiche de paye et la feuille d'impôt, il y ait des résultats. Il voulait aussi que le prix, le coût d'un certain nombre de choses qui sont de la vie quotidienne, je pensais notamment à la santé, baisse. Aujourd'hui, on est évidemment lucide sur le fait qu'il y a toujours des Français pour qui c'est difficile, et on doit continuer à agir. Et on est aussi lucide sur le fait qu'il y a un choc extérieur qui n'est pas de notre propre responsabilité. Vous parlez de l'essence, par exemple. Du carburant, du gaz, de l'électricité, un certain nombre de prix alimentaires sur lesquels nous devons réagir. Alors Marine Le Pen dit, et d'autres,
vous êtes à côté de la plaque. Et puis le risque, certains disent aussi que le risque, c'est que vous seriez entré dans un engrenage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'inflation augmentera, il faudra donner un nouveau chèque ou pas? Première chose, le président de la République a toujours dit, au moment de la crise des Gilets jaunes, quand les prix du carburant augmentent, on a été trop lent à réagir et on a mis les Français en difficulté. Donc là, on réagit fortement. Deuxième chose, tous les pays européens vivent ce choc et réagissent parce que nous ne pouvons pas laisser, alors que la crise a déjà été très dure, que nous avons pris beaucoup de mesures pour gérer cette crise, dans cette sortie de crise, laisser ce problème pas regarder. Troisième chose, il y a les réponses de court terme, d'un choc externe, et puis il y a les réponses structurelles, les réponses profondes, les réponses de moyen terme. Par exemple, aider les Français à changer de véhicule, c'est les protéger contre les futures hausses. Et comme vous dites, aider les Français à rénover leur maison, 800 000 Français qui ont été accompagnés pour rénover leur maison, c'est évidemment les protéger contre les futures hausses. Et donc, notre responsabilité, c'est de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une COP. La COP 26 à Glasgow ne va pas parler d'autre chose. À partir d'aujourd'hui. Ça, c'est une mobilisation générale. Et puis, il y a la responsabilité de ceux et celles qui regardent la réalité en face et ceux qui vous disent que c'est de l'électoralisme passent à côté du sujet, qu'ils aillent voir les Français qui sont en difficulté. On avance. Parmi les candidats à la présidentielle, un certain nombre disent qu'il faut augmenter les salaires. On va citer quelques exemples. Valérie Pécresse propose d'augmenter les salaires de 10% après avril 2022. Est-ce que ça tient la route? Anne Hidalgo, elle a proposé, je ne sais pas si c'est toujours sa proposition, de doubler les salaires des enseignants s'il est élu. Pareil, est-ce que c'est une mesure qui peut tenir la route? Est-ce que, au-delà, c'est pas une mesure de justice sociale? Bon, première chose, quelle est notre vraie idéologie avec le président de la République depuis 4 ans? C'est le travail et le travail qui paye. Évidemment, nous voulons que la croissance, que l'emploi reparte. C'est d'ailleurs la première mesure de pouvoir d'achat. Les salaires, si vous pensez que c'est une dépense publique, dans ce cas-là, c'est vous creusez le déficit public, on ne comprend plus du tout ce que dit Mme Pécresse, qui se présente comme une chantre de la rigueur budgétaire. Donc notre ambition, c'est pas de décider quel est le niveau de salaire, c'est d'accompagner notre pays pour que nous créions des emplois, pour que nous relocalisions l'industrie. C'est ce que nous faisons à la fois dans France Relance, qui se déploie dans tout le pays, et qui, encore dans le Tarn, permet des entreprises qui étaient parties de revenir ou de grandir. Et puis c'est aussi France 2030, c'est de se donner un cap d'ambition, un cap de croissance. Ça fera que les salaires augmenteront, ça fera que le pouvoir d'achat augmentera. Non, mais ça veut dire que c'est pas un objectif en soi. Mais c'est un objectif de prospérité, c'est un objectif de croissance, c'est un objectif d'emploi. Quand dans notre pays, on a 6% de croissance, voire 6,5% de croissance en 2021 et 2022, là, vous avez du pouvoir d'achat. Mais du pouvoir d'achat qui est tenable, qui est lié à notre compétitivité, qui est lié à notre prospérité. Les fonctionnaires. Attendez, je vous pose une question là-dessus. Fonctionnaires qui disent aussi on ne gagne pas assez. En ce qui concerne leur pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous proposez pour eux? Est-ce qu'il faut dégeler le point d'indice? Je suis, devant vous, la ministre de la fonction publique qui a fait un choix politique inédit, c'est de concentrer tous nos efforts budgétaires en 2022 sur la hausse des salaires des 1,2 million de fonctionnaires les moins bien payés, qu'on appelle les fonctionnaires de catégorie C. Le point d'indice, il demande qu'il soit dégelé. Si je dégelais le point d'indice, j'aurais pu, J'aurais pu, évidemment. Qu'est-ce qui serait passé? J'aurais augmenté la feuille de paye des fonctionnaires les moins bien rémunérés de 7 à 8 euros par mois. C'est pas le choix que j'ai fait. J'ai fait le choix de concentrer nos efforts sur ces fonctionnaires-là, qui vont du coup avoir des augmentations de 40 à 100 euros par mois, et pas 7 ou 8, 40 à 100 euros de plus par mois. C'est un choix d'efficacité, de justice sociale. J'ai aussi fait le choix de payer pour tous les fonctionnaires de l'État, dès le 1er janvier 2022, la mutuelle santé, 15 euros par mois par agent. Et je préfère envoyer à des politiques qui sont très coûteuses, mais qui ne changent la vie de personne, de faire des choix politiques lisibles. Ponctuels. Non, pas ponctuels. La mutuelle santé, tous les fonctionnaires, leurs employeurs prendront en charge la mutuelle dans les prochaines années. On commence avec l'État dès 2022. Les agents de catégorie C, ce 1,2 million de fonctionnaires. Personne n'en parle. Quand vous augmentez le point d'indice, vous ne résolvez pas leur situation. Donc moi, je ne suis pas dans de la surenchère. Je suis pas dans la démagogie. Je considère pas les fonctionnaires ni comme des boucs émissaires, comme la droite le fait depuis des années, ni comme une clientèle. On a fait un choix de respect, de revalorisation, d'efficacité. Et effectivement, nous assumons un choix politique, que le travail paye, et que c'est par justice et équité, nos efforts en 2022 vont vers ceux qui sont le moins bien payés. Autre dossier, autre question, autre problème. La question des années à venir va être celle de la réduction des déficits. Alors Valérie Pécresse, qui était à votre place dans cette émission la semaine dernière, dimanche dernier, propose de réduire de 150 000 le nombre de fonctionnaires, et elle dit qu'il faut arrêter les doublons entre fonction publique nationale, fonction publique territoriale des régions, des départements et des communes. Est-ce qu'elle n'est pas dans le vrai, Valérie Pécresse, quand elle dit ça? J'y reviens. Cette histoire du nombre de fonctionnaires, c'est un symptôme politique. Vous avez... Et les doublons. Oui, et je vais y revenir aussi. Ouais. Le symptôme politique, c'est qu'à gauche,
Quand vous écoutez Madame Hidalgo, on a l'impression qu'on doit revenir à une vision étatiste des années 60, qui correspond même plus à ce que la gauche a fait depuis, qu'elle a voulu réformer. À droite, vous avez cette vision de la RGPP, qui était la politique d'ailleurs que Mme Pécresse a menée quand elle était ministre. Mais à l'époque, vous étiez à droite, vous étiez du côté d'Alain Juppé. Moi, je suis Donc partie. et Valérie Pécresse dit, elle a soutenu à l'époque ce qu'on a fait et ce qu'a proposé Alain Juppé en 2016 pendant la campagne des primaires. C'est ce qu'elle disait la semaine dernière. Ça me fait plutôt sourire. Oui, je vois ça. Ça me fait sourire parce que moi, j'ai jamais adhéré à droite. J'en suis partie en 2016 en sachant très bien pourquoi j'en partais. Parce que le gaullisme social, humaniste, européen n'était plus dans la maison de la droite. Quand je regarde aujourd'hui le débat, il n'y a aucune vision. Si Mme Pécresse n'a à dire que des choses sur est-ce que j'ai adhéré ou pas à un parti dont je n'ai jamais été adhérente, même si je sais qu'elle cherche beaucoup d'adhérents aujourd'hui, le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est à quoi ça sert l'État ? Bon, réduction de nombre de fonctionnaires. Et donc, à quoi ça sert l'État ? Mais ce sujet des réductions du nombre de fonctionnaires, à nouveau, c'est un symptôme. Notre choix, c'est Alors, quoi ? je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'après la crise du Covid, on peut réduire le nombre de fonctionnaires ? Le sujet, après la crise du Covid, c'est que d'abord, l'État, il serve les Français, qu'il mobilise ceux qui servent les Français, et surtout qu'ils répondent à des besoins. C'est quoi notre besoin aujourd'hui ? D'abord, c'est un besoin, on a dit, de prospérité. C'est un besoin de construire l'avenir. C'est le besoin de déployer, par exemple, France 2030. C'est le besoin de déployer le plan de relance. Avec moins ou plus de fonctionnaires ? C'est le besoin de proximité. Notre ligne avec le président de la République, c'était de dire deux choses. Un, moins de monde dans les ministères à Paris, beaucoup plus de monde sur le terrain, avec un État plus proche, qui est beaucoup plus à l'écoute des Français, qui est plus réactif. C'est ce qui a permis pendant la crise sanitaire de réagir très vite. Et puis, deuxième chose, c'est un État où nous n'avons pas augmenté ni diminué le nombre de fonctionnaires. Oui, mais Emmanuel Macron disait en 2017, il faut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Sauf que notre ligne, c'est pas l'idéologie doctrinale qui enferme, c'est la réalité et l'efficacité. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu la relance. Nous, aujourd'hui, on est un gouvernement tout à fait sérieux, on assume ce qu'on fait, on n'est pas dans le reniement, et on dit aujourd'hui que l'efficacité, qui est notre boussole, on l'a comment dans le service public ? On l'a par le numérique, on l'a par le prélèvement à la source, on l'a en remettant par exemple France Service sur tous les territoires pour que les Français aient des services publics là où ils vivent, on l'a par notamment des réformes, notamment dans la fonction publique territoriale. Les doublons, vous m'interrogez, mais qu'est-ce que c'est quand même absurde aujourd'hui d'entendre et un Xavier Bertrand et une Madame Pécresse nous expliquer cela, quand eux-mêmes dans leur région créent des agences qui ne sont que les doublons de la politique nationale. Xavier Bertrand sur l'emploi, il y a un truc qui s'appelle Proche Emploi, qui est juste en fait Pôle Emploi en moins bien pour se dire que si ça marche, ça donc les doublons, c'est eux, vous voulez dire. Et Valérie Pécresse, évidemment, elle fait quoi chez elle ? Valérie Pécresse nous a expliqué pendant toute la campagne des régionales qu'elle a créé une agence régionale du travail de l'intérêt général. Il y a une agence nationale qui a été créée il y a 1 an. Depuis 1 an, nous demandons à la région Île-de-France si elle souhaite participer. Nous n'avons pas eu d'autre retour que de nous dire qu'on avait créé une agence régionale. Donc les doublons, c'est eux. Donc évidemment qu'il faut travailler sur l'efficacité. Mais soyons lucides. Tout ça montre une chose. C'est qu'il n'y a plus de vision de l'État à droite. Barnier dit pas la même chose que Mme Pécresse. Monsieur Bertrand dit pas la même chose que Monsieur Juvin. On n'y comprend rien. Ça veut dire que la droite est déboussolée, que des grands marqueurs de la droite qui étaient la réforme de l'État, qui étaient les enjeux régaliens, sont aujourd'hui laissés objectivement dans un vide total. Et quand je vois ce matin Monsieur Hortefeux nous dire qu'il y a un quinquennat raté, mais je veux dire, le quinquennat raté, il est surtout raté pour la droite. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader. Ça fait des mois et des mois qu'ils s'en cherchent. Il n'y a pas de vision. Il vient de se le dire sur l'État, sur le régalien. On n'y comprend rien. Il n'y a plus non plus d'ailleurs de valeurs claires. Ils courent tous derrière Zemmour à nous expliquer. On en parlera tout à l'heure. Ils sont tous d'accord, mais ils ne le sont pas complètement. On va en parler d'abord des sujets de fond. La vision de l'État, elle est essentielle pour être crédible pour gouverner. Nous, la nôtre, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, on l'assume. Et ça tient en 2 choses, efficacité, proximité. Alors, si Emmanuel Macron est réélu en avril 2022, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il supprime des postes de fonctionnaires ? Déjà, si Emmanuel Macron est réélu en 2022, il pourra mettre en place la réforme qu'il a faite, qui n'a été faite par personne avant lui, qui est la réforme de la haute fonction publique. On en va en parler aussi, oui. Évidemment, nous allons continuer à réarmer l'État territorial. Évidemment, nous allons continuer à réformer l'État, à le réorganiser, à nous appuyer sur le numérique. Quand vous avez 30 Donc ça veut dire millions... que pour vous, ça fait pas de doute, il sera candidat. Mais aujourd'hui, vous me parlez d'un scénario fiction. Je vous dis que si on continue à agir, vers quoi on agit ? Je vous donne un exemple très concret. France Connect. 30 millions de Français aujourd'hui utilisent un outil pour se connecter très facilement. Mais derrière, vous avez plein de possibilités de rendre l'administration beaucoup plus simple, la simplification de la vie quotidienne. Mais la question, c'était, est-ce qu'on supprime des postes de fonctionnaires ? C'est pas la boussole. Si, parce que vous réorganisez, ça marche mieux, vous avez effectivement des gens qui sont libérés, vous pouvez aussi les réallouer. On cherche des policiers, on cherche des greffiers, on cherche des soignants.
je préfère, vous voyez, créer ces postes-là parce que j'ai bien réorganisé d'autres fonctions, c'est ce que nous faisons depuis 2017, que de vous dire comme ça de but en blanc, un chiffre qui ne sera fondé, on le voit bien dans les discours de la droite et de la gauche, que sur la surenchère. Ce n'est pas notre ligne, et je suis très, vous voyez, sereine pour l'assumer. Notre but aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins de la France d'aujourd'hui et de demain. C'est ça qu'on doit créer dans l'État. Autre question, la France de demain, justement. Est-ce qu'il faut augmenter le temps de travail, que ce soit de manière hebdomadaire, annuelle ou tout au long de la vie professionnelle? Est-ce que c'est un débat qui peut se poser, qui est légitime? Alors, premier débat légitime, nous devons aider les jeunes à avoir plus d'accès au travail, et nous devons aider les seniors à avoir plus d'accès au travail. Nous avons créé plus de travail. Donc, créer des emplois au début de la vie professionnelle et à la fin. Il y a l'enjeu du nombre d'années que l'on travaille, mais vous pouvez avoir un débat sur le nombre d'années. Si les plus de 50 ans sont mis à la porte et si les moins de 25 ans ne trouvent pas d'emploi, c'est un débat qui est un peu fictif. Deuxième chose, je crois, et je crois que les Français d'ailleurs y croient aussi, à la valeur travail. Le débat sur les 35 heures, par exemple, vous savez que c'est un débat... Légitime ou pas? Mais légitime. Évidemment que tout le monde veut travailler. Légitime, ça veut dire est-ce qu'on augmente le nombre d'heures par semaine? Déjà, je me bats, moi, pour que dans la fonction publique, notamment territoriale, tout le monde travaille 35 heures. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez notamment à la mairie de Paris des agents à qui, au fond, la maire de Paris a proposé un très mauvais deal. Elle leur dit, vous travaillez moins de 35 heures, mais du coup, vous êtes mal payé. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que c'est vrai que vous avez reçu un rapport des préfets la semaine dernière, vous expliquant ce qui se passait au niveau des départements? Donc, j'ai effectivement demandé, puisque nous avons à faire appliquer au 1er janvier 2022 le principe des 35 heures pour tout le monde. Je crois que les Français le comprennent très bien, et notamment dans les collectivités territoriales, parce qu'on voit bien que quand on travaille plus, c'est plus efficace, et on peut gagner plus. Je donne un exemple. Le maire de Montpellier, il manquait 10 jours de travail sur l'année. Ces 10 jours, ils vont être maintenant travaillés et les agents publics vont être mieux payés. Le maire de Montpellier, socialiste. Oui, c'est un socialiste. C'est un ami de Madame Hidalgo. Madame Hidalgo, elle, préfère, vous voyez, qu'on aille au tribunal administratif, constater, ce qu'on lui dit depuis maintenant des mois, que ce qu'elle a proposé comme organisation du temps de travail à Paris ne répondra pas à la loi. Parce qu'il y aura toujours des gens qui travailleront moins que 35 heures alors qu'ils n'ont pas de métier spécifiquement pénible. Donc qu'est-ce que vous allez faire, puisque au 1er janvier 2022, il faut qu'il y ait les 35 heures partout dans la fonction publique, dans les collectivités notamment territoriales. Qu'est-ce qui va se passer si un certain nombre de maires ou de patrons de collectivités territoriales le refusent? Il se passe qu'on fait appliquer la loi, qu'il y ait des pénalités. De quelle manière? Des pénalités, c'est tout à fait organisé. Quand un maire ne respecte pas la loi, il y a un processus qui se met en place. On applique de manière directe et, j'allais dire, sans justement le fruit du dialogue social qui permet dans la loi de déroger à ces 35 heures quand vous avez un métier très pénible, quand vous travaillez la nuit, quand vous travaillez dans des tâches qui peuvent être empreintes de risques. Et donc, vous appliquez la loi de manière stricte. C'est un peu dommage parce que là où il y a du dialogue social, d'abord, la loi serait respectée. Deuxièmement, les agents, en général, gagnent plus. A priori, vous me direz si les chiffres sont bons ou pas, plus de la moitié des 2 millions de fonctionnaires territoriaux travaillent moins que le temps réglementaire. C'est vrai ou pas? Alors, c'est pour ça que j'ai demandé au préfet, et ça m'a été rendu vendredi, donc je rendrai les choses publiques dans les prochaines semaines. Mais un rapport extrêmement détaillé, pour qu'on soit très, très au clair sur les communes qui appliquent déjà les 35 heures, celles qui se sont préparées à le faire, et puis s'il y a des réfractaires ou des endroits où manifestement le règlement n'est pas en ligne avec la loi, que nous puissions prendre les mesures, soit pour l'ajuster très rapidement, soit pour prendre les mesures de sanctions au 1er janvier. Réfractaire, c'est qui? C'est Paris? On parle de Paris, Aix, Lille, Brest ou Marseille. C'est le cas ou pas? Il y a un certain nombre de communes. Il y a aussi, j'ai remarqué, un certain nombre de mairies liées à Europe Écologie Les Verts. Lyon, où Strasbourg, ce sujet, manifestement, Bordeaux. est devenu un sujet politique. Moi, c'est pas mon choix. Je crois que c'est pas le choix des Français non plus, de penser qu'en travaillant moins, il y a plus de services publics et plus de salaires. Ça veut dire que dès le 1er janvier prochain, 1er janvier 2002, il y aura des sanctions. 2022, bien sûr. Des sanctions contre les communes, les maires qui refusent d'appliquer la loi. Mais évidemment, on est dans un état de droit. Nous avons voté cette loi, elle a été promulguée en août 2019. Tout le monde a eu le temps de s'organiser. Personne n'est pris par surprise. Et puis c'est un enjeu d'équité, c'est un enjeu d'équité entre les Français, c'est un enjeu d'équité entre les agents publics, c'est un enjeu ensuite derrière de valeur politique. Moi je crois au travail qui paye. Et donc, les mesures que je vous ai annoncées sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires, il s'inscrit aussi dans un cadre où on travaille au moins 35 heures. Vous dites, je crois, valeur travail. Est-ce que vous dites, comme ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy en son temps, travailler plus pour gagner plus? Clairement, le travail doit payer. Et donc, quand on travaille plus, oui, on doit gagner plus. Ça paraît du bon sens. Autre question, la retraite. Est-ce qu'il faut faire passer l'âge de la retraite à 64, 65 ou voire 67 ans, comme le propose Édouard Philippe? Parce que ça va être aussi un débat de la présidentielle, et puis il y aura une réforme à faire sans doute après la présidentielle. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une réforme. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette réforme, ça ne doit pas être juste la réforme des retraités. C'est la réforme aussi pour les actifs, pour la relance,
comment le système des retraites ne pèse pas sur notre capacité à relancer le pays. C'est évidemment une réforme qu'on doit mener, parce que ça fait des années qu'on le dit, notre équilibre global 64, 65 ou 67 ans. Mais je vais pas vous dire ça comme ça. Mais évidemment qu'il faille travailler plus, ouais. mais on s'est dit aussi, travailler plus, c'est aussi faire travailler plus les jeunes, c'est aussi faire travailler plus les seniors. Donc c'est un débat qui mérite d'abord d'être extrêmement clair sur les objectifs, de sortir de la surenchère, parce que je pense pas que ça aide le pays, et par ailleurs, je le dis, de le poser comme un débat sur également la croissance et le travail. C'est pas exactement comme ça qu'il est posé par certains. Mais est-ce que Édouard Philippe, qui a été votre Premier ministre, est-ce qu'il tient un langage de vérité quand il dit il faudra sans doute passer à 64, 65, voire 67 ans pour l'âge de départ? Il y a des contributions qui viennent de partout. Il a lui-même porté une réforme, vous avez vu, qui n'était pas celle-là, qui était une réforme d'ailleurs sur l'harmonisation des différents régimes. C'est toujours des sujets qui sont sur la table. Comment créer de l'équité aussi. Les carrières aujourd'hui ne sont pas que des carrières ou privées ou publiques, elles sont parfois avec de très nombreux employeurs. Donc, on a sur la table beaucoup d'éléments. À la fin, il faut quoi? Il faut qu'on recrée de la confiance pour les jeunes qu'ils auront une retraite. Il faut qu'on crée du pouvoir d'achat protégé pour les retraités. Et il faut qu'on crée une capacité à être un pays prospère où il y a la croissance. C'est ça qu'on doit faire. Et donc, il y a plein de paramètres. Le président de la République, présentera évidemment ses choix, ses options. Et deuxièmement, ce sera un débat parce que c'est une réforme nécessaire. Un débat de la présidentielle, pas avant. Ce sera un débat. C'est déjà un débat. Non, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on en débat. Ça ne sera pas acté avant la présidentielle. Ce qui va être acté, vous imaginez bien qu'on n'a pas le temps là, d'ici au mois d'avril, de faire l'ensemble de cette réforme qui concerne énormément de Français. En revanche, qu'on puisse poser des jalons, clarifier la ligne, clarifier les objectifs, c'est toujours comme ça qu'on a travaillé. Bien nommer le problème, d'être extrêmement clair et transparent, et ensuite de faire les choses avec sérieux. Autre réforme, en tout cas en cours, c'est la réforme de la haute fonction publique. Alors c'est comment? C'est pour quand? Est-ce que c'est avant ou c'est après la présidentielle? Est-ce que les grands corps de l'État, c'est vraiment terminé? D'abord, c'est quand? C'est maintenant, et c'est irréversible. L'ordonnance, elle a été déposée au Conseil des ministres au mois de juin dernier. Ce qui est en train de se passer, c'est que ce que beaucoup de présidents de la République ont promis depuis maintenant des décennies, est en train de se passer. Alors précisez-nous comment ça va se passer pour les grands corps de l'État. Qu'est-ce qu'on change? On change au fond tout ce qui crée de la rigidité des corporatismes dans l'État. On change ce qu'on appelle l'accès direct aux grands corps. On change la manière dont l'ENA, qui s'appellera et qui change de structure, d'ambition, qui s'appellera l'INSP, l'Institut national du service public, au 1er janvier 2022, va maintenant fonctionner. On recrée, comme l'avait fait De Gaulle en 1945, un grand corps unique de l'ensemble des cadres supérieurs de l'État. Et on revient à des fondements de ce qui était la vision du général de Gaulle en 1945, mais qui a été à la fois dévoyée, et puis les temps ont changé. On revient à la vision d'un État qui ne doit pas être prisonnier de corporatisme. Cette vision-là, elle s'applique à tout le monde. Tout le monde. Alors, une question précise, elle s'applique à tout le monde. D'abord, comment ça s'applique à Bercy, à l'inspection des finances? Ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à Bercy, à l'inspection des finances. Ça s'applique évidemment au corps préfectoral, au corps diplomatique, au cadre de tous les ministères, qu'ils soient de l'agriculture, de la santé, de l'intérieur. Ça s'applique aux 12 000 cadres dirigeants de l'État. Corps diplomatique, ça grogne au Quai d'Orsay. Les ambassadeurs ne veulent pas de votre réforme. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis d'abord qu'on y a travaillé avec Jean-Yves Le Drian. Je leur dis qu'évidemment, le métier n'est pas remis en question, puisqu'il n'y a aucun métier qu'on remet en question. La question, c'est l'organisation des carrières, le recrutement, l'évaluation. Et vous confirmez qu'ils entendent, qu'ils n'acceptent pas cette réforme, les ambassadeurs et les diplomates du Quai? Mais la question, c'est pas... Vous savez, il y a deux choses. Parce que vous avez été aussi ministre des Affaires européennes, donc vous les connaissez, les diplomates. Il y a des inquiétudes légitimes. On a fait une concertation, on a eu la participation de 7500 cadres de l'État, qui ont fait lister un certain nombre de points sur lesquels, évidemment, nous répondons, nous travaillons pour que chacun ait la bonne visibilité, la confiance pour s'engager. Puis après, il y a des corporatismes. Il y a parfois des tribunes anonymes, des gens d'ailleurs qui travaillent plus pour l'État, qui en sont partis, qui sont des retraités. Face à ce corporatisme-là, le président de la République a toujours été très clair. La haute fonction publique, elle est au service de l'État, l'État, il est au service des Français. Et donc, quand vous réformez la haute fonction publique, vous réformez l'État. C'est pas une réforme de l'ENA, c'est une réforme de l'État. D'un État qui doit être efficace. On en a parlé tout à l'heure. Donc c'est irréversible, ça sera... Cette réforme, elle est irréversible. Au 1er janvier 2022, vous aurez l'Institut national du service public, qui sera un organisme de formation continue, et plus seulement un endroit où on classait les élèves. Vous aurez le corps des administrateurs de l'État, qui sera ce corps justement qui permettra de mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des cadres de l'État. Vous aurez une mise en œuvre d'une DRH des cadres de l'État qui n'existe pas aujourd'hui. Bref, on est en train de faire cette réforme. Et je vous rappelle que cette réforme, elle est dans les tuyaux depuis 1972. Donc ce que Pompidou n'a pas fait, ce qui n'a pas été fait depuis Pompidou, Macron va le faire. Ça demandait quoi? Ça demandait d'abord du courage, ça demandait de la persévérance,
Ça demandait aussi la capacité à tenir face à justement des corporatismes. Et puis ça demandait aussi à tirer les leçons de la crise qu'on vient de vivre et se dire comment on met notre État en ordre de marche pour vivre au XXIe siècle face à des enjeux comme le changement climatique, à la transition numérique, à des sujets sur les valeurs de la République. Aujourd'hui, nos cadres vont tous être formés, tous, qu'ils soient juges, qu'ils soient policiers, qu'ils soient futurs préfets, qu'ils soient directeurs d'hôpital ou administrateurs territoriaux, aux enjeux de la laïcité, des valeurs de la République. C'est essentiel. On a vécu encore avec l'assassinat ignoble de Samuel Paty des moments où nous voyons bien que nous avons à refonder un État fort, sûr de ses convictions et surtout capable d'affronter des crises et des crises majeures. Alors, crise du Covid, il apporte quoi le pass sanitaire? Et que pensez-vous de l'opposition des sénateurs à voter sa prolongation jusqu'à la fin du mois de juillet prochain? Je pense que les sénateurs, si on les avait suivis, le résultat de notre pays sur le plan sanitaire ne serait pas de ce qu'il serait aujourd'hui. Ils se sont opposés à tout. Ça serait une catastrophe? Non, mais ils se sont opposés à tout. Ouais. Quand on a confiné, il fallait plus confiner. Quand on confinait pas, il fallait confiner. Quand on fait un pass sanitaire, ça allait pas marcher. Quand on annonçait la vaccination, il fallait faire autrement. Donc, ces politiciens, nous avons des convictions, c'est que nous devons être extrêmement vigilants parce que ce virus n'est pas parti. Nous avons réussi à être un des pays où la campagne vaccinale a été l'un des plus grands succès du monde occidental et européen. Nous l'avons fait avec un outil qui s'appelait le pass sanitaire. C'est un outil efficace, c'est un outil protecteur, c'est un outil qui permet que nous vivions, je crois, le plus normalement possible, alors que nous sommes encore sous la menace de ce virus. Et nous avons un principe de responsabilité et d'anticipation. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve après l'hiver et au printemps prochain. C'est pour cela ou c'est parce que vous voulez pas qu'il y ait un débat en pleine campagne présidentielle autour du pass sanitaire? C'est ce que disent les sénateurs. Hein. Mais c'est les deux. Ouais. C'est de dire, nous avons à garder des outils efficaces, et vous imaginez bien que s'il faut refaire un débat sur des enjeux de sécurité sanitaire pour les Français entre février et mars 2022, on peut douter de la qualité de ce débat parce que le contexte politique n'amènera pas forcément à ce que les esprits soient apaisés. Donc c'est tout à fait clair que nous avons à anticiper. Le but, c'est pas de faire du pass sanitaire un totem. C'est un outil qui nous a montré qu'il était efficace dans certaines situations. Et donc, nous le gardons en réserve. Le but n'est pas forcément de l'appliquer de manière continue jusqu'au mois de juillet, évidemment. Puisqu'on parle de santé, Amélie de Montchalin, Anne Hidalgo propose de débloquer le numerus clausus pour les étudiants en médecine. Elle voit juste ou pas? Mais on la remercie. Je vois sourire. Mais on la remercie. Ouais. Elle aurait donc pu voter la loi qui a été votée en 2018 avec ses amis qui, eux, connaissent bien la loi. Là aussi, vous voyez, on parlait bilan tout à l'heure. Mais on a l'impression qu'on a un débat politique aujourd'hui qui n'est ancré dans plus rien. Le numerus clausus, on y a mis fin. On y a mis fin en 2018. Aujourd'hui, nous formons autant de médecins qu'il y a de besoins dans les territoires. Nous avons le plus grand nombre d'étudiants en deuxième année de médecine de l'histoire, 17 000. Nous avons ouvert encore des places dans les écoles d'infirmières. Donc on remercie Madame Hidalgo. Mais bon, c'est déjà en place. Même chose, elle nous parle du plan Marshall pour l'hôpital. Mais c'est fort de café. Vous avez aujourd'hui un gouvernement, le nôtre, qui a regardé lucidement quelle était la situation qui était celle dont nous avons hérité en 2017. Je vois sur les réseaux sociaux d'ailleurs des gens qui disent qu'on rejetterait la faute de la situation aujourd'hui à l'hôpital sur le passé. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il y avait une situation qui était celle de 2017, qu'on a regardée en profondeur. On a engagé le plus grand plan d'investissement et dans le salaire des soignants, 10 milliards, et dans les équipements à l'hôpital, 19 milliards. C'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ça a tout résolu d'un coup de baguette magique? Non. Est-ce que le Covid a mis de la pression sur l'hôpital? Oui. Est-ce que ça va prendre du temps de retrouver de l'attractivité à l'hôpital? Évidemment. Mais arrêtons les effets de manche de ces annonces, de ces plans Marshall qui sortent de on ne sait pas où, sachant que le bilan quand même de la gauche de 2012 à 2017, le plan d'investissement pour l'hôpital de 2012 à 2017, c'est 2 milliards d'euros. Donc, chacun doit balayer devant sa porte et surtout arrêter de faire de la démagogie qui détourne le sujet. C'est comment nous faisons de notre service public de la santé un lieu attractif, avec de bonnes conditions de travail, un lieu accompagné financièrement. Nous le faisons. Mais c'est ce débat-là que moi je voudrais avoir. C'est ça le débat du bilan. Alors justement, puisque vous parlez du bilan, on va parler aussi de la campagne à droite et à gauche, et éventuellement en marche. Vous venez de la droite, hein, on le sait. Qu'est-ce que vous inspire la bataille entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier ou encore Éric Ciotti, donc qui veulent tous les trois avoir l'investiture LR pour la présidentielle? Et d'ailleurs, si vous étiez encore de ce côté de l'échiquier politique, et j'y suis plus, j'en suis bien contente. Pour qui vous voteriez? Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'ils sont manifestement orphelins d'un leader incontesté, incontestable. Que tous les journaux encore de ce week-end ne nous parlent que de bataille interne, de bisbilles, de pression, et qu'au fond, on a bien du mal à voir quand est-ce qu'ils vont être capables d'exposer une vision aux Français.
pour qui je voterais, moi j'ai fait un choix en 2016 même, c'est de rejoindre Emmanuel Macron, qui proposait une offre politique nouvelle, qui sortait de ces partis qui ne parlent qu'à eux-mêmes, d'eux-mêmes, qui parlaient aux Français et qui cherchaient le dépassement politique. Qui était de dire, on doit pouvoir résoudre des enjeux, avoir ce rêve français et en même temps s'occuper de la vie quotidienne et réancrer l'action politique dans une vision d'apporter des solutions. Aujourd'hui, dans ce qui est débattu, on voit rien de tout ça. On voit beaucoup de confusion et surtout, aujourd'hui, des hommes et des femmes qui se disaient républicains pleinement, qui ont quand même perdu une partie de leurs valeurs puisqu'ils sont tous en train de courir derrière l'extrême droite. Sur les enjeux migratoires, sur les enjeux de sécurité, je trouve que c'est une famille politique qui est complètement déboussolée et qui manifestement se cherche un chef, une vision, des valeurs. Puisque vous parlez de l'extrême droite, quand vous regardez le poids de l'extrême droite, qui est selon les sondages au-delà de 32%, voire 30-35%, est-ce que c'est parce que le gouvernement n'a pas apaisé le pays comme le souhaitait Emmanuel Macron, comme l'avait promis Emmanuel Macron en 2017 ? Moi, je prends beaucoup de distance avec les sondages en ce moment parce qu'ils sondent des personnes qui se disent pour l'instant pas candidates et ils sondent des candidats qui ne le seront plus après le congrès de leur parti. Donc, je pense vous mettez en doute aussi le sort que les sondages indiquent pour Emmanuel Macron. Je prends tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant. Le sujet, c'est pas les sondages. Vous me dites, au fond, les idées de droite, il y aurait le monopole de la droite, il y aurait le poids de la droite serait fort. Moi, de l'extrême droite. De l'extrême droite. Moi, je parle de l'extrême droite, là. Sur un certain nombre de sujets, sécurité, immigration, certains nous disent ça, c'est des idées de droite. C'est des sujets de droite. Moi, je pense que c'est des sujets dont personne n'a le monopole. Le président de la République, d'ailleurs, a fait énormément sur ces sujets-là, qui sont des sujets qui intéressent tous les Français. Après, apaiser le pays, c'est, à mes yeux, faire ce que nous faisons, département par département, dans chaque ville, dans chaque village, de s'assurer que quand vous avez une promesse politique, elle devient réalité. Vous savez, moi, depuis le mois de janvier, je sillonne tout le pays. J'ai fait le tour de France, de toutes les régions, déjà au moins 2 fois. Et je suis chaque semaine au contact des Français, des élus, de ceux qui peuvent faire la différence, parce que ma boussole, c'est l'efficacité de l'action publique. C'est comme ça, pour moi, qu'on combattra l'abstention, la défiance, le sentiment que les solutions seraient dans les grands mots. C'est par le terrain, et je crois que les Français, aujourd'hui, quand on a ce dialogue-là avec eux, ils les écoutent, ça les intéresse, ça les réintéresse à la politique, et donc c'est sûr que ça fait moins d'esbroufs que beaucoup d'outrances qu'on entend aujourd'hui, mais je crois que c'est plus efficace et plus nécessaire au pays. Quand vous parlez d'outrance, je pense que vous faites allusion à Éric Zemmour. Éric Zemmour crédité, même si vous dites les sondages, ça ne veut pas dire grand-chose, crédité de 15% et au-delà de 15% des sondages. Est-ce que ça vous fait peur ? 15% pour Éric Zemmour. Mais moi, je ne suis pas dans la peur. Moi, évidemment, en tant que femme politique, le sujet, c'est pas d'avoir peur, le sujet, c'est de débattre, c'est de combattre. C'est de combattre les idées qui ne sont pas les vôtres. C'est de combattre une vision rance, aigrie, renfermée de la France. C'est de combattre ce qui divise la société. La peur, c'est pas le moteur en politique. Si vous avez peur, vous vous engagez pas pour votre pays. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, Ça m'inspire qu'il faut qu'on soit capable, de mener ce travail avec les Français. Je dis bien avec eux. Qu'on arrête de parler d'eux. Je confonds pas, vous voyez, élection et audimat. Ce que ça m'inspire par ailleurs, c'est qu'il y a un grand vide, on en a parlé, de la droite républicaine. Et ce que ça m'inspire, c'est que nous devons, dans les semaines qui viennent, continuer de défendre pied à pied ce que nous faisons. En fait, si vous regardez le paysage politique aujourd'hui, il y a 3 types d'acteurs. Il y a ceux qui ont un passé. Les partis politiques, le PS, la droite, ils ont un bilan qui est celui des quinquennats précédents. Un passé ou un passif ? Un passé et un passif, d'ailleurs, parce que les Français les ont successivement rejetés. Vous avez ensuite, nous, on est aux responsabilités, on a une action, on a un bilan à défendre, c'est ce qu'on fait. Et puis vous avez un homme qui écrit des livres et qui, François Hollande le disait, et je pense que c'est assez juste, confond téléspectateurs et électeurs. Il confond peut-être téléspectateurs et électeurs, mais en tout cas, il avance des thèmes de campagne, des thématiques de campagne qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas partie des thématiques de campagne des candidats, y compris Marine Le Pen. Guerre des civilisations, lutte contre l'immigration et grand remplacement, expulsion des 2 millions d'étrangers de France, rétablissement de la peine de mort, plus tout ce qu'il dit sur Pétain, sauveur des Juifs, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces thèmes de campagne ? Ça m'inspire qu'on ne peut pas réécrire l'histoire indéfiniment, et ça m'inspire surtout que tout ça, à un moment donné, vous savez, la responsabilité politique, c'est pas comme d'écrire des livres. Vous pouvez avoir des idées que je combats, et que je combattrai toujours. Mais arrive un moment, si vous êtes en responsabilité, il faut que vous puissiez expliquer aux Français ce que ça veut dire concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors justement, et je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait rien dans ce qui est dit là qui puisse avoir le début du quart de ce que ça voudra dire concrètement. Moi, je pense, j'y reviens. Dans notre paysage politique aujourd'hui, il est grand temps que nous reparlions de la réalité de ce que vivent les Français, de la réalité de ce qui se vit partout, au fond, ce que les Français vivent. Et les grandes idées, les grandes théories,
c'est aussi le signe que nous avons ce travail-là à faire résolument. Je m'y engage, le président s'y engage, et c'est notre ligne politique depuis 2017. Justement, vous parlez, vous dites, il faut voir ce qu'il y a derrière. J'ai cru comprendre ça. Quand Zemmour réhabilite Pétain en expliquant qu'il a sauvé des Juifs et qu'il nie l'appartenance de la France aux enfants juifs assassinés par Mera à l'école aux Arts à Toulouse, parce qu'ils ont été enterrés en Israël, qu'il remet en cause aussi l'innocence de Dreyfus, et qu'il accuse les résistants d'avoir tué des collabos et des SS. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi, ça ? Ça m'inspire qu'il est dans une confusion totale. Le même d'ailleurs se réclame de Gaulle tous les matins. Alors il se réclame de Gaulle et on nous dit qu'il pourrait annoncer sa candidature le 9 novembre, jour de la mort du général de Gaulle à Colombey les deux églises. Vous ne pouvez pas vouloir vous réclamer du général de Gaulle et insulter les résistants tous les matins. Donc tout ça montre une immense confusion et montre le combat que nous avons à mener pour réancrer le débat politique dans ce qui doit être lié le rêve français et la vie quotidienne des Français. C'est ça la politique. Et nous devons le combattre pied à pied sur les idées. Moi, vous savez, j'ai débattu avec lui au mois de mars dernier. J'ai accepté le débat parce que je pense que c'est comme ça que la politique se mène. Et on était dans un débat qui était extrêmement, je crois, intéressant, au sens où il était utile, il permettait de clarifier les choses. Éric Zemmour m'a dit, moi, je pense que les Français ne veulent pas de résultats. Ils veulent qu'on s'occupe du grand remplacement et du grand déclassement. Moi, je lui ai dit, je pense que, vous voyez, ça, c'est une différence politique. Moi, je veux des résultats. Je veux que les Français, ils voient la différence. Je veux que la politique, elle ait des conséquences. Et donc, ce débat-là, vous voyez, moi, je le crains pas. Il faut qu'on l'ait, mais sur les idées. C'est comme ça qu'on arrivera, je pense, aussi à combattre tout ce qui est de plus nauséabond dans ce qu'il dit. Alors justement, de plus nauséabond dans ce qu'il dit, justement. Quand on a demandé jeudi sur BFM à Éric Zemmour, sur BFM à Jean-Luc Mélenchon si Zemmour était antisémite, comme venait de l'affirmer le grand rabbin de France, Raïm Corsia, Jean-Luc Mélenchon a répondu qu'il ne l'était pas, considérant, je cite Mélenchon, qu'il reproduit beaucoup de scénarios culturels liés au judaïsme. Depuis, Mélenchon a expliqué qu'il s'était mal exprimé. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas un problème d'expression. C'est au fond la difficulté que Jean-Luc Mélenchon a depuis 2017 à faire vivre ce qu'il était précédemment, c'est-à-dire un républicain assumé et volontariste, ce qu'il n'est plus du tout aujourd'hui, parce qu'en fait la France insoumise aujourd'hui a des compromissions extrêmement graves et profondes avec des franges radicales. Compromissions électoralistes ou idéologiques ? Des compromissions idéologiques, des compromissions qui fait qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pour lui que des oripeaux rhétoriques de républicanisme. Et que le sujet, c'est pas la mauvaise expression, c'est l'impossibilité de, pour lui, faire vivre ce qu'il était et ce qui est devenu la France insoumise depuis 2017 en particulier. C'est Edouard Perret qui a dit que c'est une faute morale et politique. Il a raison. Tout ce qui continue de faire vivre l'antisémitisme dans le débat est évidemment à la fois épouvantable et évidemment une faute. En disant ça, Mélenchon a fait vivre l'antisémitisme dans le débat. Est-ce que c'est des propos au relais antisémite ? Évidemment. De la part de Mélenchon. Quand vous... je ne vais pas faire l'exégèse, mais ce qu'il a dit est évidemment empreint d'antisémitisme, et c'est des choses là aussi qu'il faut combattre. Empreint d'antisémitisme, ça veut dire que Mélenchon est antisémite ? Mais en tout cas, il cherche à s'expliquer sur ce sujet. Il était un républicain. Il est aujourd'hui dans la compromission avec un parti qui s'appelle la France Insoumise, avec des franges radicales. Plus personne n'y comprend rien. Ce qu'on sait, c'est que pour moi, ce n'est pas une ligne ni républicaine, ni nécessaire à notre débat. Et oui, il y a de l'antisémitisme dans notre débat politique bien trop, et qu'il faut là aussi combattre pour remettre la République au cœur des débats. Alors, Zemmour toujours, après on passe à autre chose. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous approuvez les manifestations anti-Zemmour comme il y en a eu hier à Nantes, des manifestations qui se multiplient devant les salles où Zemmour mène campagne autour de son livre ? Hier à Nantes, c'était malheureusement ce qu'on connaît trop bien, des casseurs qui veulent tout casser. Et évidemment, quand il y a un rassemblement qui les attire, malheureusement, il y a des casseurs. Nous, notre ligne politique, c'est une grande fermeté de ce qui est maintenant un nouveau symptôme d'une violence de notre société. Les casseurs, quand ils sont là, on les combat, parce que ce n'est pas plus comme ça que s'organise le débat. Et les manifestations anti-Zemmour, est-ce qu'elles doivent avoir lieu ? Est-ce que vous pourriez, si vous n'étiez pas ministre, que vous pourriez manifester auprès de ces manifestants anti-Zemmour ? Écoutez, quand on est ministre, quand on est responsable politique, notre place n'est pas dans une manifestation. Non, mais si vous n'étiez pas ministre. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ceux qui manifestent contre Zemmour ? C'est plutôt ça la question. Mais moi, je pense que la meilleure façon, je peux comprendre qu'il y ait des manifestations. À partir du moment où elles sont autorisées, il peut y avoir des manifestations. À partir du moment où elles sont pas violentes, la République autorise les manifestations. Là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on combat Éric Zemmour sur ses idées. Et donc, femme politique que je suis,
citoyenne que je suis toujours, c'est sur les idées qu'il faut le combattre. Alors, au-delà du cas Zemmour, est-ce qu'il faut donner la parole à des gens comme Renaud Camus sur les chaînes de télévision qui prônent la théorie du grand remplacement ou qui disent que la France est colonisée par les musulmans? Écoutez, Renaud Camus, il a été condamné pour provocation à la haine. Et moi, j'ai rien d'autre à vous dire là aussi, que tant que je vivrai, je combattrai ces personnes et leurs idées. Fabien Roussel, leader du Parti communiste qui est candidat à la présidentielle, va déposer avec son groupe une résolution à l'Assemblée le 2 décembre qui va demander que les personnes condamnées pour racisme soient inéligibles. Est-ce que ça va dans le bon sens? C'est un débat qu'on peut avoir. Après, est-ce que vous pensez que ça peut être l'inéligibilité, c'est une chose, vous savez, qui est qu'il faut peser, parce que la démocratie, elle demande que, évidemment, vous puissiez organiser le débat avec ceux et celles qui veulent y prendre leur part. On a aussi l'idée que quand vous avez été condamné, vous purgez une peine. Mais il y a des condamnations qui s'accompagnent d'inéligibilité. Donc c'est un débat que nous pouvons avoir. Légitime? C'est un débat, je crois, qu'il faut pouvoir mener avec mesure. Là, ce qui est intéressant derrière, c'est au fond comment vous réattirez et des Français pour s'engager dans la vie politique et des Français pour s'intéresser à la vie politique. C'est ça qui se joue. Et donc, s'engager et s'intéresser à la politique, ça demande effectivement qu'il y ait la clarté et que ce soit les idées, à nouveau, qui priment sur des questions soit d'outrance, soit de référence qui sont d'ailleurs condamnées par la justice. Et c'est ça la ligne. Idée justement et campagne présidentielle. Yannick Jadot souhaite interdire l'abattage rituel. Est-ce que vous l'approuvez? Déjà, j'aimerais comprendre ce que Éric Jadot cherche dans ce débat. Plus d'abattage rituel, qu'est-ce que c'est? Si c'est un sujet sur le bien-être animal. Parce que ça concerne les musulmans et les juifs. Mais soit c'est un débat sur le bien-être animal. Et notre gouvernement, vous l'avez vu encore cette semaine, avec Julien de Normandie, avec un certain nombre de mesures très concrètes que nous avons prises, cherche à, très clairement, s'assurer qu'il n'y a pas de souffrance et que les règles sont respectées. Et que quand elles ne sont pas respectées, d'ailleurs, des condamnations très fortes. Soit c'est une autre chose. Et Éric Jadot cherche à envoyer des marqueurs, se mettre sur un débat politicien. C'est à lui qu'il faut poser la question. Mais est-ce que le gouvernement, est-ce qu'Emmanuel Macron ou est-ce que le candidat Macron sera, et en ce qui concerne la majorité, seront favorables à l'interdiction de l'abattage rituel? Ce sujet, il existe dans notre pays depuis des années. Il y a toujours la même chose. Il a été lancé, si je ne me trompe pas, par Brigitte Bardot et l'extrême droite. Il y a des règles, on les fait respecter. Il y a, sur ce sujet, un enjeu, je vous ai dit, de bien-être animal, qui a un débat qui a évolué, qui prend une place grandissante dans nos débats. Nous n'avons pas à nous cacher sur ce que notre bilan, que ce soit le broyage des poussins, un certain nombre de sujets qui ont encore été révélés dans un certain nombre d'abattoirs. Nous sommes extrêmement clairs sur ce que nous cherchons. Mais on ne va pas lancer des débats politiciens pour donner des gages à je ne sais qui, d'ailleurs, parce qu'il y aurait des marqueurs à envoyer à droite ou à gauche. Yannick Jadot, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche déjà à convaincre dans son propre camp qu'il est le bon candidat, puis ensuite de convaincre à gauche qu'il peut être un candidat. Moi, je ne me lance pas dans ce débat parce que c'est un débat dont on ne sait pas pourquoi il est lancé. Quelle est, selon vous, la martingale gagnante pour Emmanuel Macron dans 6 mois à la présidentielle? Aujourd'hui, d'abord, c'est de présenter le résultat de notre action. C'est être capable ensuite d'embarquer le pays sur son futur. Comment, après une crise sanitaire, après une crise économique, on prépare l'avenir. Il a commencé à le faire avec France 2030. C'est de continuer à incarner le dépassement, le rassemblement, sortir des bisbilles de chapelles, de partis et de tout ce qui nuit à la clarté, de la compréhension du débat par les Français eux-mêmes. Et puis, c'est d'incarner, je crois, une vision conquérante, pas fataliste. Il n'y a pas le déclassement comme unique point de sortie de l'avenir de notre pays. C'est de parler à la jeunesse, c'est de parler à toutes les générations, c'est de rassembler notre pays. Et je peux vous dire que nous, aujourd'hui surtout, c'est de continuer à penser que nous pouvons agir. On n'a pas levé le crayon. On ne considère pas qu'on est, voyez, les héritiers de poste. On est là parce qu'on agit et que cette action, elle va durer encore, vous voyez, ces jours-ci au G20, à la COP26. Sur beaucoup de sujets, nous avons encore beaucoup à faire. Dernière question, Amélie de Montchalin. Que faites-vous en cas de duel au second tour entre Éric Zemmour et Marine Le Pen? Vous votez qui? J'espère surtout que ça ne se produira jamais. Mais si ça se produit? Je ne fais pas de politique fiction. Ouais. Je crois que l'un et l'autre portent une vision extrêmement rétrécie, rance, dangereuse pour notre pays. Et tout mon combat, c'est que cela ne se produise jamais en ayant une défense vigoureuse de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est la République et de l'action que nous menons. Merci Amélie de Montchalin d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.